Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes agriculteur, youtubeur également. Vous êtes dans le Pas-de-Calais, à Los-en-Goël. Vous cultivez notamment des pommes de terre, des betteraves, des carottes, du blé ou encore des pois pour partie en bio. Vous, si cette loi est promulguée, est-ce que vous utiliserez ce pesticide, l'acétamipride ? Disons que la problématique, c'est de dire est-ce qu'on a une autre solution que ce produit pour sauver notre culture. Les années où ça a été retiré, et on l'a vu il y a quelques années, on a eu jusqu'à 40% de baisse de rendement, ce qui fait que c'est carrément de la perte d'exploitation. On ne peut pas produire du sucre ou de la betterave dans ces conditions-là, alors que nos collègues européens, voire dans le monde, peuvent parfaitement l'utiliser. Donc la problématique, c'est est-ce qu'on a une autre solution que celle-là. Moi, si on m'en offre une autre, on me propose d'autres solutions, je saute dessus. Voilà, si bien sûr, j'allais dire, elle est viable, efficace et rentable. Mais actuellement, on n'a pas d'autres. C'est pour ça qu'il y a eu une demande de dérogation qui a été faite, alors qui porte aussi sur des surfaces, on va le rappeler, quand même relativement réduites, 1,7%. On parle d'1,7% maximum. Oui. Maximum, voilà. Et sous conditions de dérogation, on a déjà eu des dérogations demandées sur ces produits-là, voilà, et sur des conditions compliquées. Alors, c'est-à-dire, vous savez à peu près aujourd'hui quelles seront les conditions concrètes pour encadrer l'usage de ce pesticide, Thierry Baillet ? Par exemple, on a déjà eu des conditions, c'est-à-dire que une betterave, moi j'ai jamais vu une abeille aller butiner sur une betterave, étant donné qu'elle fait pas de fleurs la première année. Par exemple, on n'a pas le droit de mettre un colza l'année suivante parce qu'il risque d'y avoir justement des résidus de produits en terre, et le colza risque de le faire remonter dans sa sève et donc dans son pollen, et donc de toucher les abeilles. Et ça, c'est des contraintes d'utilisation qu'on avait déjà eues et qui seront encore remises en place. Donc cet encadrement est beaucoup plus strict que l'on peut s'imaginer, quoi. On sait qu'on a, moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on sait qu'on a des usages de néonicotinoïdes à l'intérieur des maisons pour tuer des mouches, pour tuer des insectes, sur le dos des chiens que les enfants vont caresser. Et nous, on nous interdit cette molécule qui, certes, est certainement pas neutre. Voilà, on va pas le nier, mais pour lequel on n'a pas d'autre solution, quoi. Pas d'autre solution. Est-ce que vous avez peur, néanmoins, d'utiliser ce type de produit ? On l'a vu, les études en ce qui concerne les risques pour la santé ne disent pas toutes la même chose, mais il y a une inquiétude. Est-ce que vous la partagez ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous aurez peur en utilisant ce pesticide si demain cette loi est promulguée, Thierry Baillet ? Alors non, parce que déjà je me protège, je suis professionnel, donc je sais comment je dois utiliser mes produits. Je le fais avec tous les produits qui ont un risque. On sait que le poison, c'est la dose. C'est pas voilà, vous pouvez boire du café et en boire un toutes les minutes, vous finirez par mourir aussi à cause du café. C'est la dose qui va finir le problème. Donc voilà, là c'est l'usage que l'on va en avoir, c'est-à-dire la façon dont on va le manipuler, qui est très important. Bien entendu, les doses, les volumes, il faut savoir que les doses sont vraiment infimes qu'on utilise sur ce type de produit-là, quoi. Et la réglementation est très stricte. Nous, on a beaucoup plus tous les ans de molécules qui sont retirées du marché que de molécules qui viennent nous offrir des solutions. Je parle en conventionnel. Voilà. Donc après, moi maintenant, si tous les citoyens français et les 1 200 000, si j'ai bien compris, qui ont signé la signature, sont prêts à acheter des produits plus chers dans des meilleures conditions, mais ça existe déjà, c'est déjà en bio, et c'est pas pour ça que la bio fonctionne mieux. J'en fais, et je sais que moi j'ai dû stopper ma conversion en bio parce que j'avais plus assez de marché et pas assez de demande. Donc à un moment donné, c'est un problème de cohérence, quoi. Ouais, parce que ça coûtait trop cher, c'était ça le problème ? Je pense, oui. Ouais. Le citoyen, à un moment donné, s'est retrouvé un peu dans une conjoncture où la bio, après le Covid, ça avait énormément monté parce que tout le monde s'est intéressé à ce qu'il mangeait et avait le temps aussi peut-être de cuisiner un peu plus. Et puis, on a repris nos habitudes alimentaires, nous consommateurs, en allant acheter dans des grandes surfaces et à des prix moindres peut-être parce que la conjoncture est compliquée pour tout le monde. Donc voilà, c'est un peu là où c'est complexe, quoi. C'est difficile pour nous à gérer et à réussir à survivre. Alors, même si Sandrine Rousseau dit gentiment « j'en ai rien à foutre des revenus des agriculteurs », moi honnêtement c'est mon gagne-pain, c'est ma vie, je pense que c'est le gagne-pain de beaucoup d'agriculteurs, donc je pense qu'il faut quand même y faire attention avant de faire des choix qui pourraient en tout cas nous plomber, nous et l'agriculture française en général, quoi. Oui, le sénateur à l'origine de la loi, Laurent Duplon, dit, alors je le cite, la réalité de ce que demande l'écologie, c'est que c'est la fin de l'agriculture française. Est-ce que ce sont des propos assez forts, est-ce que vous les partagez,
néanmoins, Thierry Baillet? Disons que ça. On a déjà eu la preuve que certains retraits de molécules en France et non en Europe ont tué des filières, quoi. Le problème de la cerise, de la noisette, beaucoup de filières françaises ne sont plus compétitives parce qu'elles ne peuvent plus être concurrencées. Alors en dehors de tout ce qui est social, de la main d'œuvre, et qui est compliqué aussi au sein de l'Europe, voire du monde. Et donc on devient plus concurrentiel. Donc oui, on finit par tuer à petit feu l'agriculture française. En tout cas, nous, c'est notre impression. Et je pense que s'il y a eu des manifestations l'année dernière, c'était pas anodin, quoi. C'était vraiment ce risque-là. On cherche, nous, des solutions pour arriver à produire, pour arriver à répondre à la demande des consommateurs, mais c'est très compliqué. Et à chaque fois, on nous alourdit plus que les autres pays européens. Et pour quelle raison, quoi. Voilà, laver plus blanc que blanc, c'est bien chez soi. Le problème, c'est que on apporte du coup des produits qui viennent de l'extérieur et qui seront pas plus sains que ce qu'on fait chez nous, au contraire. Donc, vous la subissez déjà, cette concurrence déloyale, comme vous la présentez avec le reste de l'Europe, vous-même, Thierry Baillet? On ne produit, on importe énormément de fruits et légumes, par exemple, alors que la capacité de la France à produire est tout à fait correcte. Alors pourquoi ? Parce que on a moins d'usage de molécules, on a des conditions sociales qui sont ce qu'elles sont en France. On va pas critiquer, on va pas descendre les tarifs des salaires, mais à un moment donné, on n'est pas concurrentiel par rapport à d'autres pays. Donc dans ces conditions-là, on n'est plus compétitif et on n'arrive pas à produire. Donc oui, il y a forcément des conséquences sur notre activité, quoi. Il faut dire précisément à nos auditeurs, Thierry Baillet, sur Sud Radio, à quoi servirait ce pesticide pour vous, betteravier? L'idée, c'est de lutter contre le puceron vert qui est vecteur de la jaunisse de la betterave. C'est bien cela ? Exactement. Ces petits pucerons sont vecteurs de la jaunisse, comme on a parfois le chikungunya ou d'autres problèmes qui sont par des insectes ou qui sont transmis par des insectes. Et là, on a cette transmission du virus sur la betterave. Les conséquences, c'est 15, 20, 30, 40% de récolte en moins parce que on n'a pas de betteraves non plus qui sont résistantes. Alors, il y a eu des essais, il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Et dans ces cas-là, il y a des indemnités accordées par l'État. C'est-à-dire que ça a un coût aussi pour le contribuable. J'ai pas eu écho l'année où on n'a pas eu l'usage d'insecticides de compensation économique sur les cultures, quoi. Je pense pas qu'on ait eu ce genre de choses. Et quoi qu'il arrive, on finit par plomber une filière, quoi. Mais oui, voilà, cet usage-là. Et le problème, c'est que si on interdit ce néonicotinoïde qu'on va mettre dans la plante au départ sous forme de produits qu'on met dans la graine ou qu'on pulvérise, va nous permettre d'éviter aussi d'autres traitements insecticides en plein qui eux aussi sont néfastes pour l'environnement. Donc quelque part on trouve on veut interdire, on met un stigmate sur un produit comme on l'a fait sur le glyphosate à un moment, en disant il faut absolument bannir ça, mais quelle solution autre on a à côté ? On n'en a pas. Et donc, à un moment donné, le problème, c'est qu'on va trouver des solutions pires que le mal qu'on est en train de vouloir traiter, quoi. Pétition de plus d'1 million de signatures qui demande l'abrogation de cette loi du plomb. Comment vous réagissez, Thierry Baillet ? Moi, je me dis que ces gens ont certainement raison de s'inquiéter de leur santé, de leur alimentation. Mais je me dis aussi que ils méconnaissent certainement beaucoup toutes les recherches qui sont faites par rapport à ce genre de produits, les interdictions qui ont déjà pu être faites sur bon nombre de produits, les instituts de recherche qui on le voit dans certaines vidéos aussi, certaines personnes peuvent dire oui, c'est très dangereux, il y a une toxicité avérée en tout cas sur les pollinisateurs, les abeilles. Oui, c'est certain qu'on a des risques, qu'on a des dangers, qu'on a des problématiques. Le problème, c'est qu'en plus de ça, sur la loi du plomb, on n'a pas que les néonicotinoïdes. On a aussi les problèmes de réserve d'eau. Les retenues d'eau. À un moment donné,
bah voilà, retenue d'eau. On a besoin d'eau pour alimenter nos cultures. Moi, je cultive des poireaux. Si là, cette année, dénonce un accaparement des ressources en eau. C'est cela aussi qui. Est-ce que c'est un accaparement que de récupérer de l'eau de pluie qui va se ruisseler dans un bassin plutôt que de l'envoyer dans la mer? À un moment donné, voilà, qu'on aille puiser de l'eau au fond du sol pour aller l'utiliser pour alimenter les humains, je pense que c'est quand même normal. C'est pas moins logique que d'aller le puiser pour faire aller une centrale nucléaire, fournir de l'électricité ou d'alimenter les gens. Si on refuse que l'agriculture utilise de l'eau avec les évolutions climatiques qu'on a actuellement, moi cette année clairement j'ai toutes mes cultures légumières de printemps en bio qui n'auraient pas poussé. Déjà là, cette année, on a eu des difficultés, on a dû ressemer, voilà, parce que les conditions étaient compliquées. On n'aurait pas, voilà, de légumes. Et à la fin de l'année, ça voudrait dire que cet hiver, il y aurait pas de betteraves rouges, il y aurait pas de poireaux, il y aurait pas, voilà, ou dans des conditions bien moindres et à des prix, dans ce cas-là, qui deviendraient inaccessibles parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, à un moment donné, on peut tout refuser, mais on a un encadrement législatif en France très restrictif et on ne fait pas n'importe quoi. Là, on est en train d'essayer d'alléger un peu parce que voilà, d'assouplir un petit peu ça. Et puis là, on nous dit non, surtout, faut pas faire. Hein. Non, on va rester. Il y a un risque. Voilà, le syndrome du risque, du danger. Donc, on va rester comme ça, statu quo. Vous, agriculteurs, voilà, comme dit Sandrine Rousseau, hein, si vous vous démerdez pas, si vous ne gagnez rien, elle en a rien à foutre. Donc voilà, c'est un peu des conditions qui sont compliquées pour nous, quoi. Suite à cette pétition, un débat à l'Assemblée, alors qui ne sera pas suivi d'un vote, devrait avoir lieu à la rentrée. Est-ce que vous demandez, vous, à Emmanuel Macron, de promulguer la loi du plomb, ne pas céder à la pression en quelque sorte? Je pense qu'on a un système législatif, on a des électeurs, on a des votes, on a une loi. En France, théoriquement, ça doit poser comme ça. Si demain, parce que moi, je vais faire une pétition en disant non, je ne veux pas la guerre, oui, tout le monde va aller la signer. C'est évident, on ne veut pas de guerre. Par contre, on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de ces problèmes-là. Et là, c'est pareil. Si les 1 200 000 personnes qui ont signé connaissaient toutes les contraintes des agriculteurs, s'ils allaient un peu plus les voir, les rencontrer, les connaître peut-être, on en saurait peut-être un petit peu plus et les gens comprendraient peut-être nos difficultés et pourquoi voilà on essaie provisoirement de pouvoir encore utiliser ces produits-là ou d'avoir un peu plus de liberté pour être à la fois concurrentiel, à la fois voilà, d'avoir une vie plus adéquate. Quand on parle par exemple d'augmentation d'élevage aussi de taille, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'exploitations qui restent familiales, qui sont plus grandes parce que les gens s'associent. Nous, on est associés à 3 dans la famille pour pouvoir travailler ensemble. Et voilà, et ça, c'est des modes de fonctionnement qui font que la rentabilité doit se faire par la taille. Je dis pas de vouloir faire des choses démesurées. On n'est pas dans les feedlots des États-Unis avec 10 000 bovins. Il y en est pas question. Là, on demande des augmentations quand même avant d'être dans des réglementations compliquées, quoi. Merci Thierry Baillet. Je rappelle, vous êtes agriculteur, youtubeur. Vous êtes dans le Pas-de-Calais, à Los Angeles, producteur de pommes de terre, de betteraves, de carottes, de blé notamment, en partie en bio. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Voilà, tout le monde a la parole. Merci, on entendait tout à l'heure. Merci, bonne journée Thierry Baillet. On entendait tout à l'heure Benjamin Lucas, député signataire de cette pétition. Chacun la parole. Voilà, Thierry Baillet nous a donné, agriculteur, son point de vue. C'est important. Sud Radio, 9h21. Dans un instant, le fléau des violences urbaines. Nous serons à Béziers où des policiers ont été victimes d'un guet-apens sur fond de trafic de drogue ce week-end. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.